Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Vous connaissez la formule, 4 sujets, 4 invités et 47 minutes pour échanger des opinions de préférence contradictoires. Nous allons parler aujourd'hui de l'affrontement très violent qui oppose Charlie Hebdo à Mediapart après l'éditorial du directeur de Charlie, Riss, accusant Edoui Plenel de condamner à mort une seconde fois Charlie Hebdo. Nous allons revenir sur cette affaire Balance ton porc, vous savez, où sont dénoncés des comportements d'agression sexuelle. Le dernier visé est l'ancien directeur du mouvement des jeunesses socialistes, Thierry Marchalbec. Et puis nous parlerons aussi des déclarations ce matin de la présidente par intérim de Sens Commun qui disait si on veut dénoncer les porcs, il faut aussi dénoncer les porcheries. Elle faisait allusion à la pornographie. Les djihadistes qui reviennent en France. Un reportage de la BBC indique qu'un certain nombre de djihadistes français ont réussi à quitter Raqqa en Syrie pour pouvoir revenir en France avec l'objectif de commettre des attentats. Faut-il une justice d'exception pour ces délinquants pas comme les autres? Nous en parlerons. Et nous parlerons enfin d'Emmanuel Macron qui est avec le ministre de l'écologie Nicolas Hulot à Bonn pour la COP23, cette nouvelle conférence de l'ONU sur le climat. Emmanuel Macron peut-il sauver peut-être pas le monde, mais en tout cas le climat? Nous y reviendrons avec nos 4 invités. Denis Tillinac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, L'âme française, est paru l'année dernière aux éditions Albin Michel. Bonsoir Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express et contributeur de la revue La Règle du jeu. Bonsoir Guillaume de Monjou, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Et enfin, last but not least, Renaud Girard, le chroniqueur international du Figaro. Votre dernier livre, Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont, est paru cette année aux éditions du Cerf. Nous commençons donc cette émission en parlant du débat très violent qui oppose le directeur de Charlie Hebdo à celui de Mediapart. Dans l'édito de Charlie de cette semaine, Riss, le directeur de ce journal, condamne une phrase d'Edoui Plenel en disant « ça n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre ». Je vous propose de revenir sur cette phrase. Edoui Plenel a prononcé la semaine dernière, mais c'est le cœur du sujet, on la réécoute. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse, M. Valls et d'autres, parmi lesquels tous ceux qui suivent M. Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession. La guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Riss, dans son éditorial, revient sur cette partie de phrase en disant la une de Charlie Hebdo, celle qui mettait en cause Mediapart, donc celle de la semaine dernière, fait partie d'une guerre aux musulmans. Ce n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre. Cette phrase désigne Charlie Hebdo comme un agresseur supposé des musulmans. Elle acquitte déjà ceux qui nous tueront demain. Denis Tillinac, est-ce que ça va trop loin, ce débat? Est-ce que c'est trop violent? Oui, j'en connais pas tous les attendus, mais enfin, bon, j'ai l'impression qu'on perd un peu le sens de la mesure des deux côtés. Bon, il est évident que Plenel a manifesté pour les mouvances islamiques des complaisances un peu inquiétantes. Fâcheuse, et puis qu'il essaie de diaboliser tous ceux qui trouvent que l'islam contemporain, dans sa version politique radicale, est une menace pour à peu près, j'allais dire, toutes les sociétés, y compris, à commencer par les sociétés démocratiques. Bon, d'un autre côté, les garçons de Charlie Hebdo n'ont pas à le traiter d'assassin potentiel non plus. Tout ça est excessif, et tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Ouais. On voit la violence de ce débat avec d'autres déclarations que je propose d'écouter tout de suite. Ça nourrira le débat qui reprendra bien sûr ensuite. On va écouter dans l'ordre Laurence Rossignol, qui est une sénatrice socialiste, ancienne ministre de la Famille, et Manuel Valls, qui était lui-même pris à partie par Edoui Plenel et qui, vous verrez, tient des propos extrêmement virulents, voire violents. On regarde. C'est Edoui Plenel qui confond les musulmans et les islamistes quand, au nom de la défense des musulmans,
il en arrive à assimiler les critiques, la langue acérée de Charlie Hebdo à l'encontre des islamistes, dire que dénoncer les islamistes, dénoncer Tariq Ramadan, c'est porter atteinte aux musulmans, c'est une assimilation préjudiciable à tous les musulmans qui vivent en France. La phrase de 2016, la mienne, reste prémonitoire sur les gauches irréconciliables. Oui, là, oui, ce sont des gens dangereux ceux qui prononcent ces phrases, qui les écrivent, parce qu'il y en a qui les entendent. Il y en a qui les entendent, ces phrases. Je veux qu'ils reculent, je veux qu'ils rendent gorge, je veux qu'ils soient écartés du débat public, non pas par l'interdiction, c'est pas le sujet. Qu'ils rendent gorge. Qu'ils perdent ce combat. Et cette guerre que nous menons... qu'ils perdent leur crédit. Mais cette guerre d'idées, cette bataille d'idées, c'est celle-là que nous menons. Nous la menons pour la République, et je la mène pour les musulmans de France. Parce que c'est nous qui les protégeons, c'est pas M. Plenel et ses sbires. Alexis Lacroix, je veux qu'il rende gorge, que Manuel Valls, lui aussi, va trop loin? Je ne crois pas. J'ai échangé d'ailleurs au moment de cette émission de ce matin, au moment où Jean-Jacques Bourdin l'interrogeait, quelques SMS avec lui pour avoir des précisions sur ça. Avec Manuel Valls. Absolument. Et je peux vous dire que sa pensée n'est pas violente, sa pensée est contrastée, elle est nuancée. Manuel Valls pense que la distinction fondamentale, c'est celle qui doit exister entre l'islam et l'islamisme, entre les musulmans de France et l'intégrisme religieux. Ils n'ont rien à voir avec l'intégrisme religieux. Il faut penser la dissociation des deux choses. Et ce qu'il reproche, en l'occurrence, à Edoui Plenel et à sa surréaction aux attaques dont il a été victime, c'est d'avoir en quelque sorte noyé l'islamisme dans l'islam, causant un préjudice immense à nos compatriotes musulmans qui ne sont pour rien dans le terrorisme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que si on se place du point de vue de Charlie Hebdo, il est absolument évident, si vous voulez, que le droit à l'irrévérence, le droit au blasphème, n'est absolument pas la stigmatisation d'une catégorie de la population. Ou alors, disons les choses clairement, nous donnons raison à Emmanuel Todd et à son libelle contre la génération Charlie, où il prétendait que si nos compatriotes musulmans étaient descendus en un si faible nombre dans les rues pour protester contre les attentats de janvier 2015, c'est parce qu'il y aurait eu, dans ce geste quasiment unanime des républicains en France, de droite comme de gauche, une forme d'islamophobie latente. Ça n'est évidemment pas vrai. Le combat de Charlie Hebdo, on peut le trouver stylistiquement déplacé. Il n'en reste pas moins que sur le plan éthique, il est assez irréprochable. Et qu'aujourd'hui, disons, Edoui Plenel s'enferre dans les surenchères que son autodéfense ou la défense de son pure player lui occasionne, c'est une évidence. Ça n'est pas une raison pour renvoyer dos les partis. À mon avis, ce serait une vision tout à fait fausse des enjeux. Enfin, last but not least, quand Valls se dit avec vigueur, certes, l'interview de ce matin était vigoureuse, mais c'est une interview matricielle. Quand il dit « c'est plutôt moi », en gros, c'est plutôt des républicains comme moi qui protégeons réellement les musulmans de France. Il a raison, car il ne faut jamais oublier, quand on pense ces problèmes, Guillaume, la guerre intestine au sein du monde de l'islam. Il y a une sorte de guerre civile entre, pour aller vite, les démocrates et les théocrates, entre les émules de Massoud et les sbires de Ben Laden. Si l'on confond tous ces gens-là, si on prétend les défendre, mais en les amalgamant les uns aux autres, comme le fait Edoui Plenel, on leur rend un très mauvais service. Et je crois, Valls a raison, on sème les graines d'une discorde absolument terrible qui vaudra tous les scénarios les plus noirs que, disons, un certain nombre d'écrivains comme Oberton nous font découvrir en librairie. Lutter contre l'islamisme pour protéger les musulmans, c'est mot à mot le discours que tenait Pascal Bruckner dans le Figaro Magazine, dans le dossier que nous avions consacré à l'islamosphère. On peut le dire, hein, je sais que Pascal Bruckner est un de ceux, disons, dont la pensée a une certaine influence sur la ligne idéologique de Manuel Valls. Il n'y a rien là de répréhensible. Alexis, vous dites que le débat est stylistiquement déplacé. Moi, je crois qu'il est purement stylistique, ce débat. Moi, il me semble qu'il y a en effet des lignes de fracture idéologique réelles, mais il renoue avec la grande tradition pamphlétaire des journalistes français. Aujourd'hui, on voit le ton définitif de cet édito de Riss, qui dit « je ne le pardonnerai jamais, je ne l'oublierai jamais ». Enfin, cette espèce de côté définitif. On est entre deux personnes qui ont pris l'habitude d'être écoutées comme des espèces de boussoles du bien. Oui, mais voilà. Attendez. Et c'est le retour du refoulé, parce que c'est une question qui n'a pas été pensée depuis 20 ans. Quoi qu'on pense par ailleurs, et j'entends ce que vous dites sur les surenchères, mais dire, écrire et dire, faire écrire aussi par les journalistes de son pure player Mediapart, qu'il y aurait, disons, dans l'entourage des valsistes et des gens qui défendent cette conception de la République laïque, une et indivisible,
une tentation identitaire, voire fascisante, c'est très grave. C'est très grave, car cela impliquerait qu'à partir du moment où l'on procède à une critique républicaine et civique de l'islamisme, on est dans l'islamophobie. Merci, Alexis Lacroix. Je vous assure, c'est très très grave mais sur le fond. J'entends bien. Au fond du débat, je voudrais quand même apporter deux précisions. Alexis vient de dire islamophobie. On a le droit d'être christianophobe, on est en liberté, on a le droit d'être christianophobe, on a le droit d'être Dieu sait que Charlie Hebdo ne s'en prive pas, d'ailleurs. franc-maçonnophobe, on a le droit d'être islamophobe, on a le droit de pas aimer l'islam. Premièrement. Deuxièmement, il faut bien savoir que pour des croyants, ce qui concerne leur foi est la part les plus précieuses d'eux-mêmes. Hein, il faut savoir le risque qu'on prend en les blessant. Il faut en avoir conscience. Alors, Charlie Hebdo fait de la christianophobie depuis 20 ans ou 30 ans impunément parce que les chrétiens sont, grâce au ciel, pacifiques. Pacifiques, et il faut je souhaite qu'ils le restent. Bon, ben, il se trouve qu'ils s'exposent délibérément à une menace. Ils blessent gravement des gens qui ne sont pas forcément des intégristes, qui ne sont pas forcément des assassins. Oui. Non, mais c'est le fond du débat. Est-ce qu'il est bon et bien de blesser dans ce qu'ils ont de plus profond, de plus précieux, de plus intime des croyants? Vous trouvez que Charlie Hebdo va trop loin, Denis Tillinac, pour dire les choses clairement? Moi, je pense qu'il est toujours dommageable de blesser les gens dont ils ont de plus précieux, de plus pur, de plus intime, donc leur conscience religieuse. Il vaut mieux éviter. Mais je défends pour autant le droit d'être chrétianophobe, islamophobe, rationalistophobe, laïcophobe, tous les droits. Mais je le défends en étant malheureux. Je suis d'accord et pas d'accord avec Denis Tillinac. Je trouve qu'il faut effectivement préserver la liberté religieuse, la liberté de conscience et respecter. Il faut que l'État, en tout cas, respecte cette liberté, cette conscience individuelle, ce qui est le plus précieux au sein de chacun de nous, comme vous dites. Ça, c'est important. Mais, Dieu merci, en France, la presse n'est pas l'affaire de l'État. Alors, je pense qu'effectivement, des caricatures comme celle de Charlie Hebdo n'ont pas leur place dans les lycées et dans ce que gère l'État, c'est-à-dire l'éducation nationale. Et je serai ministre de l'Éducation, je n'autoriserai pas les bibliothèques scolaires à être abonnées à Charlie Hebdo. En revanche, il y a une liberté de la presse en France depuis très longtemps, une librairie de la satire, souvenez-vous de Daumier, et donc voilà, les gens ne sont pas obligés d'acheter Charlie Hebdo. La une que vous avez montrée sont plutôt des unes assez amusantes. Alors, il est assez, je trouve ça assez paradoxal que M. Plenel, qui a changé vraiment lui-même la ligne du Monde, qui était un journal qui, avant lui, voulait plutôt garder une certaine impartialité, ou en tout cas se disait encore attaché au vieux modèle d'Hubert Beuve-Méry, et qui en a rendu, qui a fait de lui un journal extrêmement critique, méchant, agressif, quand il était le directeur. Donc il a changé cette ligne du Monde par rapport à la ligne des Viançon-Ponté et des Hubert Beuve-Méry et des Fauvet. C'est assez curieux qu'ils réagissent aussi mal à une critique, sinon pas si méchante que ça, et qu'il ait même assimilé cette affiche rouge à une affiche de la presse collaborationniste. Alors, la troisième chose que j'ai à dire, c'est que dans cet entretien qu'il a donné à Europe 1, Plenel accuse Valls de manière, selon moi, tout à fait infondée, et voilà, d'être proche de la droite et de l'extrême droite identitaire. Et vous avez dit identitaire, voire fascisant. Alors, attendez. Actuellement, il y a effectivement un grief venant des milieux, disons, proches de Mediapart ou de Mediapart, qui consiste à reprendre la thèse de Mélenchon, selon laquelle les valsistes seraient liés à une droite identitaire, ou avoir une extrême droite identitaire. Voire fascisant. Alors, moi, je veux dire tout à fait clairement que je trouve qu'être attaché à son identité, être attaché à son histoire, attaché à ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs françaises, à l'âme française, qu'on va préciser, qui sont les racines gréco-latines, qui sont le christianisme, le judéo-christianisme, et qui sont bien sûr les Lumières. Il n'y a absolument rien de fascisant et de totalitaire à être
à être attaché à ses racines, et ceux-là même d'ailleurs qui accusent les conceptions justement identitaires sont ceux-là même qui veulent à tout prix défendre le droit à l'identité des communautés. C'est tout, ils sont tout à fait en pleine contradiction. Et donc je ne peux pas effectivement accepter cette attaque frontale contre Manuel Valls par Edwy Plenel. Il me semble que face à cette petite critique, ce gentil dessin de Charlie Hebdo contre Plenel, j'ai l'impression que Edwy Plenel a perdu son sang-froid. Ou alors il se réagit délibérément. Je vous livre les réactions de nos internautes. Justine qui nous dit, au final, Edwy Plenel sait s'abriter derrière la liberté d'opinion quand ça l'arrange, ça c'est vrai, bien s'il y a un point d'interrogation. Charlie qui est d'accord avec Denis Tillinac pour dire, il ne faut pas provoquer, mais nous avons le droit de penser. Et Oran qui nous dit, si Mediapart dévisse et se montre malhonnête intellectuellement, que va-t-il rester du journalisme? Bon, écoutez, peut-être quelques publications qui sont représentées autour de cette table. Guillaume de Monjou. Non, je me disais juste que je trouvais que, en fait, ils sont tous les deux piégés dans le manichéisme. Il y a quelque chose dans ce débat qui n'est pas complètement fécond, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Enfin, tout est un peu dans les imprécations, et je trouve que dès lors, ça le décrédibilise un peu, et je ne le trouve pas complètement porté par non plus. Je ne vois pas des grands penseurs qui s'emparent de ce débat, etc. Alors, en fait, pour l'instant, il y a quand même un élément, je vous rejoins là, Guillaume, sur le manichéisme, c'est évident, mais il y a un élément qui en revanche est quand même idéologiquement très intéressant, c'est que, souvenez-vous, l'époque Chirac, le plénélisme à la tête du monde, c'était de dénoncer comme Arnaud Montebourg les cadavres dans le placard de la droite, ils sont pourris, ils sont corrompus, Chirac le premier, etc. Aujourd'hui, il y a une sorte de déplacement de la zone d'accusation. Il s'agit avant tout, aujourd'hui, de faire la chasse à ce qu'ils appellent les républicains identitaires. Et donc, pour eux, aujourd'hui, le chef des républicains identitaires, dans leur tête, c'est Manuel Valls et tout ce qui, disons, gravite intellectuellement ou politiquement autour de lui. Et donc, on a un nouveau Plenel, en quelque sorte, qui est devenu un procureur d'autant plus effréné qu'il a le sentiment aujourd'hui de faire la police à l'intérieur de la gauche. Quand il s'attaquait à la droite, à la limite, bon, il était sur un vieux registre un peu caricatural, mais qui ne portait pas vraiment à conséquence et qui a d'ailleurs permis, par parenthèse, à Jacques Chirac d'être réélu haut la main en 2002. Aujourd'hui qu'il s'attaque à l'intérieur de la gauche, il crée en quelque sorte la situation d'une sorte de guerre civile des gauches, et évidemment tout l'excès de la rhétorique antifasciste qu'il a apprise chez les trotskistes et qu'il n'a jamais renié est employé contre des gens de gauche aujourd'hui, et notamment contre Manuel Valls. C'est très intéressant. Et d'arriver au résultat quand même concret que Manuel Valls, qui était quand même plutôt marginalisé depuis les péripéties présidentielles, est en train de redevenir au cœur du débat et de réexister. Absolument. Non, on n'en dira pas un mot, parce qu'on a plein de choses dont on voudrait parler aujourd'hui. Okay. Donc on ne va pas parler de Manuel Valls, encore que on a bien souligné, et qu'on a bien souligné le rôle qu'il avait dans ce dossier. On peut d'ailleurs rappeler que c'est dans une grande interview au Figaro Magazine que Manuel Valls a signé ce retour au premier plan de la vie politique sur ce sujet. Je voudrais que nous parlions d'un autre thème à présent, la une de Libération de ce matin, qui révèle des accusations de 8 femmes qui mettent en cause de façon très, très précise Thierry Marchal-Beck. Alors peut-être que vous avez oublié qui était ce monsieur. C'était le patron des jeunes socialistes. Il avait l'air bien sous tout rapport avec son t-shirt et ses cheveux décoiffés. Mais apparemment, c'était un agresseur sexuel. C'est en tout cas ce dont il est accusé de façon très, très précise. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que Thierry Marchal-Beck se revendiquait régulièrement d'être féministe. Comme Denis Baupin, vous vous souvenez, cet écologiste qui mettait du rouge à lèvres pour dénoncer voilà, ce qu'on faisait de mal aux femmes. Il se trouve que tous les deux ont été accusés, comme s'il y avait là-dedans une espèce d'hypocrisie. Je voudrais savoir si vous partagez ce point de vue. Est-ce qu'il y avait une forme de tartufferie chez un certain nombre de ces messieurs qui se disent féministes, ou est-ce qu'il est impossible de généraliser à partir de 2 exemples? Denis Tillinac. Bon, 8 femmes accusent ce monsieur
ce jeune monsieur d'agression sexuelle l'accuse à retardement. Elle l'accuse parce qu'il y a une espèce d'emballement médiatique où tout le monde est en train de libération de la parole. Voilà, ce qu'on appelle libération de la parole, ce que moi j'appelle délation, et des juifs, des résistants et même des voisins de palier en ont gravement pâti pendant l'occupation. Je déteste ce genre de cirque. Si elles avaient des problèmes avec leur leader, elles n'avaient qu'à le dire à ce moment-là. On dit même, la libération, que les dignitaires socialistes auraient été plus ou moins au courant. On a dit la même chose de Strauss-Kahn. Ils avaient quoi le dire avant. Donc, pour moi, c'est nul et non avenu. Alors, il me semble que Denis nous met en garde sur le plan du principe. Je suis d'accord avec lui. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours été dans ces affaires. Ça a commencé par Strauss-Kahn. L'autre jour, à votre micro, cher Guillaume, sur Weinstein, j'ai toujours été très prudent. Mais là, est-ce qu'il est légitime que ces femmes dénoncent Néanmoins, c'est vrai. Non, mais néanmoins, Denis, tu as raison de mettre tous les bémols possibles sur cette démarche. Mais surtout, il va falloir maintenant que la justice vérifie. Mais, en revanche, mon hypothèse personnelle, je ne connais pas le cas de ce monsieur, mais mon hypothèse personnelle, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, si vous voulez, des pervers, des gens qui sont vraiment des pervers, au sens psychologique du terme, pas forcément au sens des agissements, qui se dissimulent derrière le paravent de causes apparemment insoupçonnables. Et ça ne serait pas la première fois. Et d'ailleurs, le Tartuffe de Molière est fondé là-dessus. Ce ne serait pas psychologiquement, ou on va dire même psychanalytiquement, la première fois que des personnes qui sont plutôt sur le modèle de la personnalité perverse que de la personnalité, disons, classiquement névrosée ou obsessionnelle, se dissimulent derrière le paravent de causes absolument insoupçonnables et incritiquables pour mieux commettre leurs méfaits. Donc méfions-nous des donneurs de leçons. Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume de Monjeu ? Comment vous... si je vous dis, moi, qu'il y a, je sais pas, 5 ans... Qu'est-ce que vous allez nous annoncer ? J'ai été violé par Alexis Lacroix. Comment vous allez me prouver le contraire ? Tu sais qu'avec ça, on fait la une de Voici. Hein. Comment vous allez me prouver le contraire ? Épargnez-nous les photos. Écoutons la belle voix grave et sexy de Guillaume de Bonjou. Et pour cette phrase, je vais peut-être être condamné là. Parce que c'est un peu de harcèlement. Oui, je suis trop loin d'elle sur le terrain pour lui caresser le genou. Mais peut-être que voilà. Alors, écoutons la belle voix grave. Messieurs, reprenez vos esprits. La parole est à Guillaume de Monjou. Il faut toujours revenir aux chiffres. Il y a 30% de plus. 30% de plus de plaintes pour agression sexuelle en un an. C'est un chiffre de la gendarmerie. 23% de plus que l'année dernière à la même époque à la police. Moi, ça me dit que cette fausse libération de la parole est en fait complètement vaine dans ce courant d'air médiatique. Elle ne sert à rien. Elle est en plus, comme vous le disiez très bien, elle verse vers une délation complètement, qui est vraiment pas noble et pas belle et qui est pas féconde non plus. En revanche, là, ça veut dire que dans cette libération, il y a quand même des gens qui vont faire la démarche à la gendarmerie, à la police. Il se passe quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est libéré. Mais pour en revenir à l'idée que je balance ton porc, c'est une fausse catharsis. Ça crée un espèce de magma de dénonciation et en fait cette affaire des MJS, comme vous le disiez très bien, moi je me dis ça en dit long sur la libido. Mouvement des jeunes socialistes. La libido des hommes politiques, la libido du pouvoir est un truc énorme et dans lequel on ne se pose pas assez la question sur ce que ça active d'être comme ça, comme un tribun. On le voyait sur vos images, un tribun qui harangue la foule et tout le monde, voilà, et d'un seul coup ça vous donne une espèce de pouvoir énorme sur les gens. Et je veux dire, quand on voit les 8 dépositions, vous avez vu Libération. D'ailleurs, c'est un scandale que Libération donne autant de détails sur les circonstances de ces... et elles ont l'air... qu'on accuse d'avoir fait. Mais par exemple, il arrive, il rentre... Je ne vais pas vous raconter, mais il y a une fille qui dit « J'ai été obligée de lui faire une fellation pour pouvoir échapper à ses assauts ». C'est quand même très étrange quand même d'arriver. Enfin, je ne sais pas si vous représentez la situation, mais ça me paraît complètement, en tout cas, anormal. Il coinçait des jeunes militantes dans des bureaux du PS, il fermait la porte et il leur sautait dessus, quoi, c'est ça ? Et c'est exactement ça, cher Renaud. Vous êtes choqués. Ce dont il est accusé. Regardez, vous avez évoqué Baupin. Effectivement, son honneur et sa carrière politique a été foutue par des rumeurs. Oui. Quand on a regardé de près, bon, il a envoyé des tweets à longueur de journée, des cochonneries à des collègues, des trucs. C'était pas non plus monstrueux. Et d'ailleurs, ça a été il a violé personne. Il a violé personne. Oui, mais n'empêche que la rumeur médiatique a fait que ce type est moralement foutu. Le seul principe qu'il faut retenir, lamentable, c'est qu'il ne faut pas que d'autres activités sociales remplacent la justice. Violer est un crime très grave dans le droit français, dans le droit d'ailleurs de tous les pays. Et donc,
ce que vous m'avez décrit est une sorte de viol. Bien si sûr, c'est sur la viol. contrainte, c'est un Bien viol. sûr, Bon. aucun doute. C'est quelque chose de très grave. On est d'accord. Il doit y avoir dépôt de plainte et enquête. C'est quelque chose de très grave. Mais il ne faut pas, effectivement, ce qui est un peu dangereux dans nos sociétés modernes, c'est d'avoir ce lynchage médiatique. C'est-à-dire que, et on a vu ça aussi vis-à-vis des ministres, par exemple, vous vous souvenez, il y a par exemple des ministres qui ont été accusés d'être des corrompus, etc. Et puis ensuite, donc ils doivent démissionner. C'est arrivé, Pour par se exemple, il défendre. faut le dire, à Gérard Longuet, c'est arrivé. Il a été ensuite, il y a eu un non-lieu. Ah ben c'est trop tard, c'est fini. C'est quand même un pourri parce que... L'exemple suprême de ça, c'est Baudis. Hein. Voilà, Baudis, dont l'honneur voilà, est jeté exactement. au chien par un certain nombre de journalistes qui aujourd'hui Voilà. nous font la leçon Voilà. sur la République, etc. C'est ça. Baudis, dont l'honneur est jeté au chien, et on se rend compte ensuite que cet homme a été victime à de fait. faux témoignages, notamment d'ailleurs du milieu, parce que le milieu elle joue un rôle évidemment là-dedans, et à Toulouse, le milieu a voulu plomber Baudis sans avoir aucune preuve contre voilà. lui. Et je me souviens d'un grand Manitou de la gauche caviar qui m'avait dit à ce moment-là, parce que vous savez que Baudis était passé à la télévision et il faisait sans doute chaud dans le studio, donc il suait, entre la parole d'une putain et la parole de ce maire de droite, je crois la putain. Eh ben non, la putain mentait. Et Baudis, et la carrière de Baudis, cet homme a été effectivement cassé par un lynchage médiatique. Donc attendons, les affaires de viol sont des affaires très graves. Pénales. Elles doivent être traitées par la justice, pas par les journalistes. Comment veux-tu que la justice établisse viol ou pas viol pour des faits qui remontent à 5, 10 ou 15 ans? Par définition, c'est pas possible. La prescription a été élargie, je crois. Je voudrais livrer au débat une déclaration faite ce matin par Madeleine Bazin-Gessé, présidente par intérim du Sens commun. C'était sur RTL. Regardez. On dénonce les porcs sans dénoncer la porcherie. C'est-à-dire on ne dénonce pas, on dénonce les effets sans dénoncer les causes. Donc c'est pas salutaire. Les causes derrière, non, parce que la fabrique, j'ai envie de vous dire, la fabrique de porc, elle continue à tourner à plein. On ne s'interroge pas sur la question de la pornographie, notamment les ravages que ça fait chez les plus jeunes, la conflictualisation des relations garçon-fille que ça entraîne. La pornographie, c'est un univers où il y a un rapport hiérarchique dominant-dominé, où les femmes sont considérées comme des choses. On ne s'interroge pas sur les publicités sexistes qui utilisent les femmes pour attiser les pulsions consuméristes des hommes. Voilà, il faut s'interroger sur les causes. Guillaume de Monjou. Tout à fait. Mais là, pour une fois, je suis d'accord complètement avec elle. Je trouve que c'est tout à fait, c'est ce climat général qui est propice à ce type enfin, qui en fait nourrit ce type de comportement. Et c'est à ça qu'il faudrait vraiment réfléchir et penser des espèces de bordures, des limites, un dosage. Une forme de censure. En tout cas, une forme de pudeur, enfin quelque chose. Par exemple, justement, moi, je trouve ça très impudique que Libération, qui est un grand titre quand même de la presse nationale, puisse décrire des choses avant même qu'il y ait quoi que ce soit un procès, que ce soit même pas allusif. Je trouve que c'est une sorte de, c'est comme une palude. Enfin, c'est un marécage violent, quoi. Mais sur Internet, est-ce que vous seriez favorables les uns les autres à une forme de censure de la pornographie sur Internet? Bien sûr. Parce que regardez sur Facebook, dès que vous voyez un morceau de sein qui apparaît, il y a des algorithmes qui se mettent en rouge. Parce qu'il y avait l'origine du monde de Courbet, par exemple. Il y a des Américains qui ont voulu toujours avec le... Ah bah non, mais c'était interdit. Alors, donc si vous c'est voulez... pas la même chose, vous imaginez bien que Non, mais il faut faire attention. Il y a quelque chose qui vous laisse indemne. Quand vous regardez l'origine du monde, vous... Dans l'histoire de l'art, il y a quand même la nudité féminine appartient à l'art, la nudité masculine également. Et pas la pornographie, Renaud aussi non, pas la pornographie. Mais donc il faut faire très attention à cette espèce de puritanisme dans les Facebook et les Google, une sorte de... Il faut faire très attention d'ailleurs à une vie qui devienne insipide, si vous voulez. Moi, je ne trouve pas que ce soit répréhensible, par exemple, je le dis, de siffler une fille dans la rue. Au contraire, bah, vous êtes jolie, oui, voilà, vous êtes jolie, waouh, 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 voilà. Oui, ça n'a rien à voir, Bruno. Ah non, mais il y a eu quand même... Ça n'a rien à voir. Je vais répondre à la question que Guillaume nous pose, qui est plus fondamentale, je crois. Et de façon très courte, ce qui sera un exercice on va essayer. Ambitieux. En vous racontant juste une petite histoire, mais elle est très courte. Je suis ami, depuis de nombreuses années, avec une ancienne conseillère du président Chirac. C'est Blandine Kriégel, qui est une philosophe. Et à un moment, quand elle était à l'Élysée, tu t'en souviens, Denis, elle a voulu réglementer la violence à la télévision, qui est un sujet plus large, mais qui englobe le sujet que vous posez. Ça serait la même chose aujourd'hui sur Internet. Et je ne vous raconte pas, elle pourrait vous le dire mieux que moi, le nombre de lobbies de producteurs de télévision qui lui sont tombés dessus. De façon très violente. De façon très violente, car les vrais empêcheurs de juguler la violence,
Ça n'est pas la porcherie qu'évoque Madeleine de Gessé. En plus, ça ne veut rien dire. C'est à ça qu'elle faisait allusion. Je ne sais pas. Bien sûr que c'est ça qu'elle faisait allusion. Elle parlait de la violence dans la relation garçon-fille. Mais si elle fait référence aux producteurs, il faut qu'elle le dise. Mais effectivement, ça vient de certains milieux de la télévision qui sont absolument hostiles par principe et pour des raisons parce que ça fait vendre et par des raisons pour des raisons en fait boutiquières à toute régulation des spectacles de violence en général à la télévision. Quand vous ouvrez la télé, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'on vit sans arrêt avec des armes à feu. Je sais pas, une fois sur deux, ça tire. Et donc effectivement, ça ne m'étonne pas, cette télévision qui nous vient des États-Unis, puisque la plupart des films viennent des États-Unis, ça ne m'étonne pas que la société américaine, en plus de leur vente libre des armes et des plus dangereuses, aboutissent à ces drames. On en a eu encore un tout récemment, c'était hier, je crois, en Californie, parce qu'effectivement, il n'y a pas une limitation des affaires de harcèlement. Denis, un dernier mot sur ce sujet. Un dernier mot. Blandine Barré-Kriégel a été précédée de 20 ans sur le même thème par Ségolène Royal. Et quand Ségolène a voulu lutter contre la vulgarité et la violence à la télévision, elle a été marginalisée à ce moment-là par le PS qui a dit « elle n'est pas de notre culture ». Faut pas oublier ça. Je crois que Madeleine de Gessé a tout à fait raison. Pour la première, on va arriver adulte, des jeunes qui regardent du porno depuis l'âge de 12 ans, donc dont le psychisme est complètement décérébré, ça peut les amener le pire. Le pire, c'est le viol, le pire, c'est Daesh, le pire, c'est toutes les formes de dévoiement moral, mental, psychologique. Vous parlez de Daesh, parlons des djihadistes français, si vous le voulez bien. Un reportage de la BBC, repris d'ailleurs dans le Figaro de ce matin, indique qu'un certain nombre de djihadistes français ont réussi à quitter la zone des combats en Syrie et qu'ils ont pour objectif de revenir en France pour mener des attaques. La question se pose de la réponse pénale à apporter à ces djihadistes rentrés dans leur pays, qui est aussi le nôtre. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Éric Zemmour. Ce sujet est l'objet de sa chronique dans le Figaro Magazine et il nous a livré en avant-première sa réflexion là-dessus. Est-ce que nous considérons ces gens-là comme des délinquants normaux à qui on doit appliquer les règles de droit normales d'un état de droit avec toutes les protections que prévoit notre droit, ou est-ce que nous considérons que ce sont des ennemis et qu'on est en guerre avec eux et qu'on doit leur appliquer un régime de belligérants et donc aucunement de délinquants? Vous voyez, c'est toute la distinction. Et Dupond-Moretti et les autres, il n'est pas tout seul à dire ça, nous disent plus, ils nous disent... En fait, toute la stratégie de Daesh et de ces djihadistes, c'est de nous obliger à sortir de nos règles de droit et de montrer qu'en fait, nous ne sommes pas des démocraties et des États de droit. C'est même ce qu'ils attendraient. Exactement. Je n'y crois pas du tout. Non, c'est bien. Renaud Girard, faut-il une justice d'exception pour les djihadistes? D'abord, il faut dire que c'est dommage qu'on ne les ait pas tous tués sur place. Et donc, ma première... préconisation stratégique, c'est, puisqu'on a des militaires, c'est essayer de les tuer sur place. Ceux qui reviennent et qui sont pris par la police ou qui se donnent à la police sur le territoire français, je vais vous dire, ça dépend du nombre. Si ils sont très nombreux, on ne va pas pouvoir faire des procès à la Méra un peu partout. Donc il va falloir une justice d'exception. Ça dépend, en fait, ça dépend du nombre de gens que vous avez à juger. Et toutes les justices d'exception, souvent d'ailleurs, sont dues au fait du nombre d'accusés que vous avez à traiter. Moi, personnellement, moralement, ça ne me gêne absolument pas qu'il y ait une justice d'exception contre des gens, de toute façon, qui méprisent notre État de droit, qui méprisent notre démocratie, qui méprisent toutes les valeurs que nous professons et qui pensent d'ailleurs que ces valeurs sont de la faiblesse. Donc en fait, vous voyez bien que j'ai raison de vous combattre, vous regardez bien que vous êtes faible puisque vous vous embarrassez de me faire des procès qui vont coûter 20 millions d'euros, et puis parce que vous continuez, alors que je suis parti me battre avec des djihadistes de l'État islamique, vous continuez à me verser mon RSA, mes indemnités, ma sécurité sociale, etc. Eh bien non, je suis dans une guerre. Si effectivement, comme l'a dit le président Hollande, nous sommes dans une guerre,
eh bien, je considère qu'il faut être impitoyable. Alors, je dois dire que cette sévérité, cette fermeté, elle est partagée très largement sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a 3 millions d'abonnés sur le fil Twitter du Figaro. On les a questionnés. Valentin Pilate, ici présent, les a questionnés du Figaro.fr. Bonjour Valentin. Bonjour Guy. Et les réponses, elles sont assez strictes, assez fermes, assez unanimes même. Oui, d'accord, il faut une justice d'exception pour ces gens ? Alors, pas vraiment, non. Donc, comme tu dis, on a posé la question sur Twitter à nos 3 millions d'abonnés afin de savoir ce que pensent donc, les internautes de cette justice d'exception. Et les réponses sont claires et nettes. Ils sont contre le retour en France car trop risqué, voire même considéré comme étant un signe de faiblesse. Vous lisiez Renaud à l'instant. De nombreux internautes réclament donc au choix la déchéance de nationalité et l'interdiction du territoire, la perpétuité, un jugement sur les lieux de leurs crimes ou encore, à de nombreuses reprises, la peine de mort qui revient sur la table. Donc on commence avec ce premier tweet de Fauquet. Ils ont fait un choix. Ils doivent assumer. Ils réclament donc en l'occurrence Fauquet, la déchéance de nationalité, l'interdiction de territoire national et un jugement sur place. C'est pareil pour Alain. La justice doit être exercée sur place compte tenu de l'état de guerre. On a Malou qui renchérit qu'ils soient jugés sur les lieux de leurs crimes. La perpétuité est suggérée par Sébastien. Ils doivent être traités comme des criminels de guerre, intelligence avec l'ennemi, 30 ans de prison, à défaut de perpétuité réelle. Et donc, je vous le disais, la peine de mort signalée à de nombreuses reprises, notamment par cet internaute sur Twitter, la peine de mort où ils restent là où ils sont. Alexis Lacroix, ça vous inquiète, ces réactions ? Non, pas du tout. Ça ne m'inquiète pas du tout. Je comprends très bien ce besoin de fermeté et d'ailleurs je le partage. Parce que je pense qu'une république démocratique n'a pas de sens, si vous voulez, si elle déroule un tapis rouge à ses ennemis mortels. Jusqu'au rétablissement de la peine capitale ? Attendez, une république, je répète, une république démocratique n'a pas de sens et se renie si elle déroule un tapis rouge à ses ennemis mortels. Donc je ne céderai pas personnellement au chantage de ceux qui nous disent, comme certains avocats justement de ces personnes, qu'il faudrait en quelque sorte reculer et abaisser tous nos ponts-levis face à leurs réquisitions. Pour autant, je pense aussi, et donc il faut penser, je crois, les deux en même temps, que la grandeur des démocraties, c'est précisément, jusque dans des situations exceptionnelles, de ne pas céder à la tentation de l'état d'exception et donc d'appliquer les règles de droit valides et normales. Entre nous, si on fait, comme le président de la République s'y engage, des enquêtes cas par cas sur ces djihadistes, sur leur famille, sur leur descendance, on aura une vision assez précise, notamment via les réseaux sociaux qu'ils ont tous utilisés aussi par forfanterie en disant « Regardez, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça à Raqqa », etc. Bon, donc ils sont retraçables. On aura une vision assez précise de ce qu'ils ont commis ou de ce qu'ils n'ont pas commis. Et à partir de là, on pourra appliquer avec toute la sévérité que requiert cette situation exceptionnelle les mesures de l'état de droit. Mais je ne suis pas pour jeter par-dessus bord l'état de droit au nom d'on ne sait quelle surenchère sécuritaire à la mode. Ou situation exceptionnelle. Guillaume de quoi parle-t-on ? C'est un travestissement de notre sentiment d'impuissance, cette juridiction d'exception, si elle était appliquée. Parce qu'en fait, les intelligents ont réussi à réchapper et ils sont, comme vous le disiez, dans la nature aujourd'hui. Les courageux sont morts. Donc c'est une mascarade. Ceux qui sont là, qui reviennent, on voit que c'est des femmes, des enfants, des familles. Et on dit, le procureur de Paris d'ailleurs disait que c'était plus des déçus que des repentis. Donc en effet, ils sont encore dans leur idéologie, ils n'ont pas envie... Parce que dans l'esprit du procureur de Paris, ça voulait dire attention, attention, on ne va pas les lâcher dans la nature comme ça. Oui, ils ne sont pas repentis, ils sont déçus. Mais de quoi parle-t-on ? Parce que Molins l'a dit, et je suis réceptif à ce qu'il dit. Je ne suis pas du tout angélique, mais il a dit je ne sens pas de traces de véritable remords de cet engagement. Mais en même temps, c'est une mascarade, parce que ces djihadistes-là, évidemment, on va les mettre dans une juridiction d'exception, c'est Guantanamo. Enfin, c'est toujours, ça a produit des résultats qui sont totalement négatifs, qui ne sont pas les bons. Donc, en fait, on n'a jamais trouvé encore la solution pour traiter ces personnalités-là, pour les rééduquer. Tous ces centres de rééducation, enfin, de désislamisation, de déradicalisation, ont servi à rien. Donc, en fait, on n'a pas encore la solution. Mais on est dans cette espèce d'entre-deux, et vous avez tout à fait raison de dire que ce serait un aveu de faiblesse que de les soumettre à une juridiction d'exception. Moi, je suis totalement contre. Et en plus, je crois profondément que tout homme peut se remettre dans une autre dynamique. Donc, je suis sûre que la rédemption est possible, que tout est possible. Donc, les tuer sur place est radical. Mais je pense que, concrètement, une juridiction d'exception, en tout cas, n'est pas du tout à l'ordre du jour et n'est pas souhaitable. Denis Tillinac.
Oui, bon, il n'est pas question de renoncer à l'état de droit, bien entendu. Deuxièmement, nous sommes... Mais par exemple, en temps de guerre, il y a des justice militaire. Alors, nous sommes en temps de guerre, nous appartenons à une coalition, ce sont des ennemis et doivent être traités comme des ennemis faits prisonniers. Et donc, la justice normale, oui, dans le respect de la Convention de Genève, doit pouvoir les... Si possible, en Irak ou en Syrie. Bon, c'est pas toujours possible. Ceux qui demandent à être jugés en France, je vois pas comment on peut le... Excuse-moi, c'est un peu de technique internationale. Ouais. La Convention de Genève ne protège absolument pas ce genre d'irrégulier. C'est pour les soldats. C'est pour les soldats sous uniforme d'un État qui fait la guerre à un autre État. Si tant est qu'ils doivent être jugés en France... Alors, il y a ceux qui viennent pour... délibérément recommencer à faire des attentats, puis il y a ceux qui demandent à être jugés parce qu'il y a les femmes, il y a les enfants, enfin il y a des cas d'espèce. Moi je crois qu'il faut qu'ils soient jugés. Je crois que de toute façon, à titre préservatoire, ils doivent être tous encasernés quelque part. Il faut construire des centres de détention appropriés. Et puis donc on les traite comme des ennemis de guerre et on les juge normalement. Comme les internautes. Alors, en prenant conscience que Guantanamo a eu des effets pervers, mais Guantanamo n'était pas en soi répréhensible. D'ailleurs, Guantanamo n'a toujours pas été fermé. Hein. Obama avait dit qu'il le fermerait, donc apparemment, c'est que c'était pas si inutile que ça. Valentin Pilate faisait état de nombreux témoignages d'internautes disant qu'il faut déchoir de leur nationalité ces Français. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Oh, bien sûr, il faut des choix nationalisés si c'est possible. Mais je crois que s'ils en ont deux, pour ça. Sinon, ce sont des apatrides. Voilà. Et puis, alors évidemment, mais c'est toute la question de savoir les intelligences, c'est ceux qui arrivent à revenir en France, à passer en Turquie, à prendre un vol de Turkish Airlines, arriver en France, etc. Parce que si effectivement on pouvait les juger sur place. Sur le lieu de leur crime, pourquoi pas, ça serait très bien. Tout le monde le souhaite d'ailleurs, Si on pouvait des choix, les interdire de territoire français, parce qu'effectivement, l'État français a un devoir de justice, bien sûr, mais il a un devoir encore plus important, qui est le devoir de protection de ses citoyens, et de protection de sa Constitution, et de protection de ses lois. Et donc, effectivement, comme vous le disiez très bien, Alexis, ne pas leur dérouler un tapis rouge, même un tapis gris, d'ailleurs, pas de tapis du tout. Mais le cas qui est posé dans ce que vous nous dites, c'est évidemment lorsqu'ils sont intelligents et qu'ils sont parvenus à revenir en France et qui se font arrêtés, soit parce qu'ils se dénoncent eux-mêmes, ou soit parce qu'ils vont aller chercher leur RSA. Il nous reste quelques minutes. Merci beaucoup, Valentin. Pour parler de la dernière initiative diplomatique du président Macron, plus exactement son dernier déplacement, c'est à Bonn, c'est en ce moment même, à la conférence de l'ONU dite COP23 sur le climat. Est-ce qu'il est encore temps d'agir pour le climat? Est-ce que Emmanuel Macron est vraiment convaincu par l'urgence écologique? Je propose, pour ouvrir le débat, d'écouter ce qu'en dit Sébastien Lecornu, qui est secrétaire d'État à la transition écologique. Ça veut dire que c'est le numéro 2 de Nicolas Hulot. Et lui, il trouve que le président de la République va tout à fait faire le travail. Vous me direz que ce n'est pas une surprise, mais on va l'écouter quand même. Moi, je n'ai pas de doute sur son engagement sur le sujet. Ne serait-ce que parce que la transformation du modèle français, c'est aussi une transformation du modèle économique français. J'ai passé 3 jours avec lui en Guyane, où la question environnementale, avec l'orpaillage illégal, avec un certain nombre de projets, sont vraiment majeurs, et j'ai vu toute l'implication qu'il pouvait avoir sur le sujet. Guillaume de Monjou, c'est un vrai écologiste, vous croyez, Emmanuel Macron? Il y a deux choses. Je pense que, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il a profondément pas la culture écolo du tout. Il a envie de relancer la croissance, et il sait que relancer la croissance, ça passe pas par un effort écologique, ça c'est pas simultané. En tout cas, il faut commencer par relancer la machine économique, reprendre des points de croissance, et à partir de ce moment-là, peut-être, cerise sur le gâteau, on arrivera à débrancher un peu de réacteurs nucléaires et tout ça. Donc je pense que profondément, il est pragmatique, et à mon avis, son agenda n'est pas celui qu'on aimerait, que les écolos aimeraient, c'est-à-dire tout de suite, ici et maintenant, j'arrête tout, etc. Donc d'ailleurs, Nicolas Hulot mange son chapeau, avale des couleuvres, on a 50 expressions pour décrire sa situation. Lui, par contre, est un vrai convaincu, donc je pense qu'en désirant le garder au gouvernement, Macron est obligé d'intégrer cette urgence, et donc il donne des petites mesurettes, voilà. Mais ce n'est pas un grand mouvement de fond comme on pourrait le souhaiter quand on est écolo. Renaud Girard, des discours mais pas beaucoup d'actes. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, il faut d'abord avoir l'accord des pays qui polluent le plus. La France pollue peu,
Elle pollue peu d'ailleurs parce qu'elle a beaucoup d'électricité nucléaire, hein, donc elle pollue beaucoup moins que l'Allemagne, qui a de l'électricité au charbon. Le charbon, c'est ce qu'il y a de plus polluant. Mais la grande pollution mondiale, elle ne vient pas de la France, elle vient de la Chine, de l'Inde, un peu des États-Unis. Et quel est aujourd'hui le poids de la petite France d'Emmanuel Macron pour faire changer la stratégie industrielle de l'Inde ou de la Chine? Ce poids est limité, donc ça serait même ridicule qu'il pense qu'il va pouvoir changer la stratégie chinoise. En revanche, ce qui se passe, c'est-à-dire que, bon, et donc il y a eu, l'État français a organisé fort bien cette COP21, il faut d'ailleurs rendre hommage sur ce point, pas sur le reste, à Laurent Fabius comme ministre des Affaires étrangères. Et il y a en ce moment une prise de conscience chinoise très importante. Et vous avez vu d'ailleurs que partout, ils remplacent les scooters à essence par des scooters électriques. En Chine. Ils font beaucoup en Chine. Ils font beaucoup. Et d'ailleurs, nous sommes très en retard en France. C'est dommage, nous sommes très en retard. Nous avons inventé la voiture, le moteur à explosion. Et un siècle plus tard, nous avons complètement raté. Nous sommes un des derniers dans des grands pays développés à développer la voiture électrique. Nous devrions rattraper, j'espère ce retard, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron puisse faire beaucoup plus qu'il ne fait aujourd'hui, parce qu'il n'a pas les leviers. Il n'a pas les leviers. Et la France a fait ce qu'elle devait faire. Alors, libre aux Chinois, et je pense qu'ils en prennent conscience, de savoir est-ce qu'ils veulent vivre et mourir beaucoup plus jeunes, parce qu'ils vivront dans de nuages de pollution, est-ce qu'ils veulent vraiment changer les choses ou pas? Là, il y a, et même chose pour l'Inde. Alexis Lacroix. Alors, je suis d'accord sur les limites, disons, du pouvoir de Macron, et aussi son enfermement, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, dans un paradigme techniciste et de croissance. De relance de la croissance, c'est la même chose d'ailleurs, c'est l'idée que plus on accélère sur le champignon des dépenses énergétiques, plus on va libérer la croissance et donc relancer l'entreprise et donc faire accroître le bien-être de l'économie. Pour autant, n'oubliez jamais que Emmanuel Macron, même quand il est empêché, même quand il est piégé, une autre dimension de lui-même, qui est souvent d'ailleurs la dimension intellectuelle, élabore des sorties de crise. Et donc je pense qu'on peut quand même faire crédit à ce président philosophe d'avoir pris pleinement la mesure, en ce sens d'ailleurs comme Hulot, qu'il protège, du fait que notre modèle de civilisation, notre modèle de dépenses énergétiques, va devoir, que nous le voulions ou pas, être remis à plat de fond en comble. Et je crois que Macron, il ne faut pas lui faire l'injure de penser qu'il ne sait pas que notre modèle n'est pas sustainable, comme on dit en anglais. Voilà, je pense qu'il le sait parfaitement. Et donc, il se donne le temps. Il se donne le temps, Guillaume le disait, c'est très juste, il se donne le temps, mais je crois qu'au cours des 4 ans qui lui restent à la tête de, peut-être même plus s'il est réélu, il va faire des choses, et c'est pour ça, bien sûr, qu'il ne veut pas sacrifier la brebis Hulot sur l'autel des vengeurs de droite et de gauche qui demandent sa tête. Vous avez sans doute vu cette semaine qu'il y a eu une déclaration. Foncièrement, c'est quand même un technocrate productiviste, enfant de l'ENA. C'est ce que j'ai dit. Comme les autres. Mais il achète une paix armée avec les écolos parce qu'il en avait besoin pour compléter sa majorité. C'est ce que j'ai dit. Hulot, c'est le hocher télévisuel. Je ne suis pas sûr qu'il veut, je suis tout d'accord avec vous, il veut essentiellement des points de croissance pour relancer la machine, parce que oui, mais ces points de croissance, 2 points de croissance de plus, c'est 2 points de bonheur de plus. Oui, mais Denis, ces points de croissance peuvent précisément passer par les énergies vertes. Parce que toute cette révolution... Ah si, si vous remplacez tout le parc de véhicules français par des véhicules électriques... C'est la prise de conscience des Chinois, des Hindous et des Américains. Ne sous-estimez pas Macron. Je ne suis pas son turiféraire, mais surtout ne sous-estimez pas... quand même, aujourd'hui, vous le montrez bien. Parfois par rapport à vous l'aimez bien, le président Macron. Non, je ne suis pas son turiféraire. Ne le sous-estimez pas. Et ne sous-estimez pas aussi la trace mémorielle ou mnésique qu'il y a chez lui du discours auquel tu as dû contribuer, Denis, de Chirac à Johannesburg en 2005, en 2003, quand il dit notre maison brûle. Voilà. Et je pense que Macron veut aussi, parce que Macron, il pense déjà dans l'éternité. Une partie de son cerveau pense dans l'éternité. Il veut aussi laisser une trace sur le plan de la défense de l'environnement. Je voudrais qu'on verse une dernière pièce au dossier. Vous avez vu cette semaine qu'il y a eu une déclaration de plusieurs milliers de scientifiques disant attention, la maison brûle, il sera bientôt trop tard. Et dans les mesures qu'ils appellent de leur vœu, notamment
pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils disent qu'il faudrait réduire encore le taux de fécondité, une sorte de retour de Malthus. Écoutez ce qu'en dit Pierre Rabhi, qui est un pionnier de ce qu'on appelle l'agroécologie. Il était interviewé hier par Marie-Laetitia Bonavita dans Conversation, qui est une autre émission de Figaro Live. Et lui, il est tout à fait opposé à cette volonté de réduire la fécondité mondiale. Regardez. Je n'approuve pas cela, parce que quand on prend l'ensemble de l'humanité, il y a vraiment une humanité qui est souffrante sur cette terre, qui n'a même pas accès à de l'eau potable, à de la nourriture, etc. C'est bien joli, nous, bien nourris, etc., de faire des grandes proclamations. 30 à 40% de la créativité humaine dans les pays dits riches, c'est le superflu. Il n'y a qu'à visiter la décharge publique et le marché pour se rendre compte que nous produisons énormément de choses inutiles. Lutina, vous êtes d'accord avec ça? Gaspillons moins en Occident avant de vouloir que les autres aient moins d'enfants? Je suis d'autant plus d'accord qu'il m'est arrivé dans une vie antérieure de publier Pierre Rabhi. Je connais bien ça. Oui, je crois qu'il a raison. Pour autant, si on pouvait contrôler un peu plus les naissances dans les pays où la pression démographique détruit, fait plus que compenser la croissance, ça serait bien pour tout le monde. Pas en Afrique du Nord. Je pense en Afrique subsahélienne. Voilà, parce qu'en Afrique du Nord, il y a maintenant effectivement des taux de fécondité tout à fait normaux qui se rapprochent d'ailleurs des taux européens. Je pense que très, très clairement, même l'Allemagne, il n'y a pas assez d'enfants en Allemagne pour le retour des générations, pour le renouvellement démographique. Mais en revanche, en Afrique, et on voit ça, il y a des villes où il y a très clairement une explosion démographique non contrôlée. Si vous allez à Lagos, si vous allez au Niger, si vous allez au Kenya, à Nairobi, vous le voyez dans la rue. Et là, c'est pas gérable en termes de quoi? En termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, parce que ces enfants, il faut les... Et donc, effectivement, un peu de contrôle de la natalité. Je ne veux pas une politique mondiale, une politique à l'enfant unique comme en Chine. Il y a un problème maintenant de vieillissement en Chine. Mais en revanche, oui, il faut le dire très clairement, en Afrique subsahélienne, il y a un vrai problème de non-contrôle de la démographie. Le temps est venu de rendre l'antenne. Je termine en vous citant ce conseil donné par William à Emmanuel Macron. S'il souhaite sauver le climat, il faut s'entendre avec tout le monde, dont les États-Unis. Merci à tous les quatre et bonsoir. Il n'y a pas tort.